merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième conférence du cycle de conférences sur l'agriculture urbaine à Paris. Et la conférence va se dérouler de cette manière. Donc, les intervenants vont tous faire leur présentation et il y aura une séance à la fin pour les questions de la salle. Je passe tout de suite la parole à Pénélope Comites, qui est l'adjointe à la maire de Paris, chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires funéraires. Merci. Bonsoir à tous. C'est assez impressionnant de se retrouver assis ici et de vous voir tous. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en descendant l'escalier, je me suis demandé comment on arrivait à écrire sur les pupitres, mais voilà, je vois pas les ordinateurs. Donc, bon. Écoutez, bon, moi je suis ravie de voir effectivement autant de monde pour cette deuxième conférence sur l'agriculture urbaine. La première que nous avions lancée au pavillon de l'Arsenal avait été passionnante. Je voudrais d'abord remercier AgroParisTech, son directeur général Gilles Tristam et Christine Aubry, ingénieure de recherche, qui nous accueille ce soir dans ces locaux. Alors lors de la première conférence au pavillon de l'Arsenal, nous avions pu nous inspirer, nous avons pu examiner un certain nombre de projets de culture urbaine sur les toits, notamment à Montréal, à Bâle, et puis également des exemples de Mexico. Et ce soir, nous allons nous concentrer sur un sujet qui est vraisemblablement un des sujets majeurs, qui est celui du modèle économique qui est possible pour développer l'agriculture urbaine à Paris. Alors on voit bien, je l'ai déjà dit, mais je le répète, que c'est un sujet qui fait écho chez les Parisiens. Il y a une très grande demande pour pas seulement l'agriculture urbaine, mais en particulier, on l'a vu lors des 2 éditions du budget participatif qui ont été lancées par la maire de Paris, et on a sur le budget 2015 qui va bientôt être proposé aux Parisiens, beaucoup de projets, aussi bien de jardins partagés, mais aussi d'agriculture urbaine sur les toits. Donc vous êtes pour beaucoup plus calés que moi sur le sujet. Juste vous rappeler que c'est pas anodin pour nous, notamment dans cette année particulière qui est une année extrêmement importante, puisque nous allons accueillir la COP21 au mois de novembre, et que cette agriculture urbaine, elle répond entre autres au rafraîchissement de la ville, mais elle a surtout une vocation, on le sait, à intéresser les acteurs économiques, que ce soit les porteurs de projets, des économistes, des agronomes, mais également des promoteurs immobiliers. Donc merci à tous ceux qui sont dans cette salle ce soir et qui vont, je l'espère, nous aider ou m'aider à porter ce projet de mandature que m'a confié la maire, qui est qu'en 2020, nous arrivions à 30 hectares d'agriculture urbaine sur les toits parisiens. Alors, une des vraies questions qui se posent, c'est quelle est la rentabilité de l'agriculture urbaine et est-ce qu'elle est rentable, et parce que nous avons envie d'aller créer, au-delà de créer 30 hectares d'agriculture urbaine sur les toits parisiens, nous avons envie d'aller et de créer une véritable filière économique pour Paris. Alors c'est vrai qu'on est sur Paris, dans une ville où on a beaucoup de contraintes, notamment des contraintes urbanistiques, mais je sais que vous avez tous, en particulier ceux qui sont autour de moi, beaucoup d'imagination pour développer des technologies diverses, et des technologies qui, effectivement, doivent combiner la productivité, parce que c'est très important, mais aussi la légèreté au regard d'un certain nombre de nos toitures parisiennes, et tout ça recrée effectivement des écosystèmes complexes.
Donc bien évidemment, nous devons investir les toits, mais nous devons aussi investir les murs, nous devons investir aussi les délaissés urbains. Je ne voudrais pas oublier en agriculture urbaine les tunnels, parce que je pense qu'il y a un potentiel important. J'ai notamment rencontré des bailleurs sociaux qui ont aujourd'hui des surfaces de parking dans Paris qui ne sont plus utilisées pour différentes raisons et qui souhaitent développer des projets d'agriculture urbaine. Alors voilà, c'est difficile d'être ici sans évoquer ce qui est au-dessus de nos têtes. J'imagine que vous avez tous visité, puisqu'on a quand même un potager extraordinaire, et je voudrais remercier l'association Topager et Nicolas Bell, qui peut-être nous présentera plus tard aussi le projet que j'ai eu l'occasion de visiter de l'hôtel Pullman à côté de la Tour Eiffel. Alors, développer de l'agriculture urbaine à Paris, c'est aussi travailler bien évidemment sur les circuits courts. Ça fait partie d'une autre thématique qui est très chère à la maire de Paris, qui est celle de l'économie circulaire, sur laquelle travaille ma collègue Antoinette Bulle. C'est effectivement aussi pouvoir offrir aux Parisiens des fruits et des légumes frais, de qualité, qui ont été peu transportés. C'est notamment la raison pour laquelle ça intéresse au plus haut point un certain nombre de grands chefs parisiens, et c'est pas un hasard si aussi bien l'école Ferrandi et l'hôtel Pullman se sont saisis de cette opportunité et sont représentés ici ce soir, et pour avoir travaillé sur un certain nombre de surfaces qui vont bientôt être disponibles dans Paris, y compris de grandes surfaces, on voit bien l'intérêt de la gastronomie française et de la gastronomie parisienne pour ce type d'agriculture. Alors, hier soir, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire, parce que se retrouver sur le toit des Galeries Lafayette, outre la vue extraordinaire qu'on a quand on est sur le toit des Galeries Lafayette, voilà. Je voudrais remercier Johan Hubert, parce que avoir des fraisiers sur le toit des Galeries Lafayette, avoir fait une première production, tout à l'heure j'ai dit 400 tonnes, on va dire non, pas 400 tonnes, 400 kilos de fraises, d'avoir réussi à faire revivre des espèces qui n'étaient plus cultivées, comme des espèces que j'ai goûtées hier soir, que j'avais jamais goûté de ma vie, comme les fraises blanches, ou goûter des fraises framboises. C'était une expérience assez extraordinaire. Voilà, donc vraiment, il y a d'autres projets avec vous sur Paris, et vous savez que je vous ai m'efforcé qu'on arrive à les sortir malgré les petites difficultés que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est un mode de production, ça participe, comme je l'ai dit, aussi au fonctionnement énergétique de la ville. C'est la raison pour laquelle nous lançons, Yann Brossat, mon collègue en charge du logement, et ma collègue Célia Bloel lancent là un plan sur un plan 1000 immeubles qui va avoir la possibilité de surélévation, et c'est vrai que j'étais un petit peu surprise dernièrement en discutant avec l'architecte des bâtiments de France, qui me disait que les surélévations qui existent aujourd'hui, qui sont faites aujourd'hui dans Paris, sont extrêmement peu utilisées pour de la végétalisation. Et donc vraiment, on a mis dans cet appel à projet qui va être lancé cette possibilité et ce focus sur la végétalisation, sur de la surélévation, parce qu'on est là sur des surfaces qui normalement, quand on les prend à ce stade, doivent nous permettre de pouvoir tant aussi bien valoriser un bien immobilier que de pouvoir y développer cette agriculture urbaine. C'est un sujet qui intéresse aussi beaucoup les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux que j'ai pu rencontrer, qui aujourd'hui sont très soucieux de confirmer leur empreinte positive sur la biodiversité. Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a beaucoup travaillé l'agriculture urbaine au sol, notamment sur les jardins, avec les jardins partagés, dont l'engouement ne
se dément pas, on va continuer à en faire. C'est vrai que pendant une longue période, on a pu considérer que voilà, l'agriculture urbaine, c'était entre guillemets, même si c'est un mot que j'aime pas trop, fait pour les bobos parisiens. On voit aujourd'hui que c'est pas ça, qu'on est potentiellement sur une filière qui est une filière qui, j'en suis persuadée, est une filière qui peut être créatrice d'emplois, qui est une vraie filière économique. On l'a vu. Moi, j'ai discuté notamment sur les cultures verticales qui sont installées dans un certain nombre de villes américaines qui produisent en hors-sol. Donc je pense que c'est extrêmement important. Je dirais aussi que ça doit nous amener à avoir une réflexion sur l'alimentation dans les métropoles. Je ne suis pas persuadée que, je l'ai déjà dit une ou deux fois, qu'en 2020, on arrivera à nourrir Paris, mais il faut qu'on aille dans ce chemin et je pense que voilà, dans un certain nombre de décennies, le sujet de la production des circuits courts dans les métropoles, dans les mégalopoles sera un vrai sujet de production alimentaire. J'ai bien conscience aussi qu'il faut qu'on fasse le lien entre l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus délaisser en particulier en Île-de-France cette richesse que nous avons notamment en petite et en grande couronne. On avance. Moi je vais lancer un appel à projet spécifique à l'agriculture urbaine, vraisemblablement au dernier trimestre 2015, on est en train de travailler à identifier les surfaces qui pourront donner lieu à lancer cet appel à projet. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait des surfaces diverses qui appartiennent à différents propriétaires, qu'elles appartiennent à la ville, qu'elles appartiennent à des bailleurs sociaux, qu'elles appartiennent aussi à des privés, et qu'on puisse mettre effectivement en contact ces différents, alors avec vraisemblablement des incitations financières sur lesquelles on est en train de travailler, c'est le nerf de la guerre. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir et de montrer qu'on peut cultiver sur des surfaces qui sont différentes, qu'on peut travailler. Je vois ERDF qui est dans la salle, qui monte un très bon projet rue d'Aboukir sur son siège avec l'association Béni-Verdi. On peut travailler sur des surfaces qui sont des surfaces de 400 m², comme on peut travailler sur des surfaces de 1000 m², comme on va pouvoir travailler notamment dans le quartier de Chapelle Internationale où on a un grand projet de requalification urbaine sur une halle de fret qui va faire 5000 m². Donc je crois que ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a différentes techniques, voilà, c'est possible sur différentes surfaces, avec différentes techniques, et moi ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à faire effectivement fructifier notre imagination, et qu'on arrive surtout à démontrer pendant cette mandature et sur les années qui viennent, qu'on arrive à développer l'agriculture urbaine à Paris, que c'est pas un gadget, et qu'on arrive à en faire une vraie filière, et qu'on arrive à former de nouveaux agriculteurs ou de nouveaux porteurs de projets. Voilà, je crois que ce soir, on a autour de la table on va avoir de très très beaux exemples de ce qui est possible de faire. Et je remercie moi tous les participants qui sont là. Pour un certain nombre, je connais les projets. Certains sont déjà sortis. Et puis d'autres vont sortir bientôt, je l'espère. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors c'est la deuxième conférence, il y en a 8. Donc on se reverra après au mois de septembre. De toute façon, on aura... pour les différentes personnes qui sont venues, celles qui n'ont pas pu assister, parce qu'il y a un petit problème de salle peut-être, on fera des comptes rendus et on fera partager à tous les différents PowerPoint qui sont présentés pendant ces conférences. Merci à tous et merci au service de la direction de l'environnement de m'épauler dans cette lourde tâche. Je ne suis pas présenté tout à l'heure, je suis Jacques-Olivier Bled et je travaille pour l'Agence d'écologie urbaine de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris.
Et c'est moi qui assurerai l'animation de la suite des interventions. Et nous allons commencer avec une série de pitchs qui vont durer quelques minutes, 6 minutes pour chacun d'entre eux. Et voilà, sans plus tarder, on va démarrer avec Johan Hubert, qui est directeur fondateur de la société Sous les fraises. Qui a dû passer la journée sur le toit. Oui, j'ai fait des couleurs aujourd'hui. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je pense que lorsqu'on parle de modèle économique sur l'agriculture urbaine, il y a des notions à avoir avant tout. C'est dans un premier temps l'économie du projet, et puis ensuite comment est-ce qu'on va valoriser les récoltes. Donc l'économie du projet, c'est bien entendu en agriculture conventionnelle, il y a des outils qui existent, qui ont été valorisés avec le temps, et qui aujourd'hui permettent d'avoir une certaine rentabilité. La transposition de ces outils sur des toits ou sur des surfaces qui ne sont pas préparées à les accueillir génère des coûts supplémentaires qui sont extrêmement importants. Donc dans un premier temps, évidemment, il faut réfléchir à des outils qui soient économiquement rentables et donc très peu chers pour qu'ils puissent être installés sur des surfaces qui, elles, par contre, sont relativement coûteuses à équiper. Donc là, vous voyez par exemple une installation donc, verticale, où sur à peu près 3 mètres carrés, on a à peu près 1600 plantes. Donc on est sur un gain de place important. On est sur une activité en fait, qui se développe, bon là, c'est un exemple sur le territoire des Galeries Lafayette, mais sur un outil en fait, qui a été entièrement créé et utilisé à partir de produits déjà existants ou recyclés. Par exemple, les membranes de culture sont réalisées en laine de mouton et en chanvre. Donc des filières qui sont aujourd'hui un peu en perdition, c'est aussi intéressant puisque c'est un matériau qui est extrêmement peu coûteux. Ensuite, je continue au niveau de l'économie du projet. Évidemment, on parle de système d'irrigation, on parle d'outils, on parle d'ordinateurs. S'équiper avec ce type d'installation, peut paraître extrêmement coûteux. Et donc, c'est vrai qu'un porteur de projet doit être à même de maîtriser ces aspects-là pour être capable de pouvoir en fait lui-même concevoir son système d'irrigation et faire en sorte qu'il puisse l'acquérir de façon à ce que ça soit quelque chose qui ne soit pas pénalisant pour le modèle économique qu'il va vouloir ensuite mettre en place dans les années qui vont suivre. Donc là, vous voyez une installation en fait, de fertigation qui a été entièrement réalisée par nos soins et un ordinateur qui pilote l'intégralité de l'installation qui est disposée sur 5 plateformes différentes. Toujours en termes d'économie de projet, lorsqu'on a réussi à installer son projet en fait, sur une surface qui n'était pas prévue à l'origine pour cela, on a aussi un véritable travail sur la culture des végétaux. Donc il y a bien entendu la nutrition des plantes. Donc bien évidemment, la nutrition des plantes, c'est un aspect important dans le coût d'un projet, puisque si on parle d'engrais, il faut les acheter. Et si on parle de protection des plantes, il faut éventuellement prévoir des programmes qui vont assurer la pérennité des plantes et la culture. Donc là, dans ce cas-là, si on se rapproche de techniques classiques, on va aborder des engrais de synthèse et on va aborder éventuellement des pesticides ou des herbicides pour pouvoir en fait, traiter ces plantes. Et là, effectivement, les coûts s'envolent, surtout lorsqu'on est sur des surfaces qui sont extrêmement restreintes. Donc là, évidemment, il faut absolument prendre en compte ces aspects-là. Donc effectivement, on a travaillé, on aurait pu travailler sur de la ruche à bourdon. On a travaillé avec de la ruche à bourdon, mais on a aussi installé des abeilles. Donc voilà, c'est des ruches qui vont s'entretenir avec le temps. Et effectivement, on a moins de soucis au niveau de l'achat en fait, de pollinisateurs. En ce qui concerne la protection des plantes, on a travaillé sur de la protection biologique intégrée qui, elle, ensuite va se pérenniser dans le temps. Donc on va y faire aussi des économies. Et puis pour les engrais, on les fabrique nous-mêmes. Ce qui nous permet, on fabrique des aliments pour plantes, on n'a pas le droit de dire engrais, qui permet en fait de cultiver ces végétaux et de faire en sorte que ces produits, qui sont des déchets organiques qu'on transforme, puissent assurer en fait la viabilité économique de notre projet. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième partie de l'installation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à s'installer, qu'on a réussi à cultiver ces plantes et qu'on a plus ou moins un produit qui commence à devenir intéressant en termes de culture, en outils, il faut travailler sur la valorisation de cette récolte. Et donc, bien entendu, on pourrait se positionner sur des cultures classiques qu'on peut avoir en serre, comme les fraises ou les tomates. Ça représente un intérêt, évidemment. Maintenant, il faut essayer de choisir des variétés qui vont présenter un intérêt qui ne pourra pas être comparé avec ce qu'on va trouver, par exemple, à Rungis. Puisqu'évidemment, si vous comparez des tomates, des tomates hors sol de plein champ, ou en tout cas de serre, qui seraient vendues à Rungis et les mêmes qui seraient produites sur ce support-là, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de coûts, évidemment.
Et donc ça présente un intérêt qui est complètement moindre, puisque effectivement notre tomate sera beaucoup trop chère et pour une qualité quasiment identique. Donc on va aller chercher des variétés un peu plus particulières qui vont développer du goût, avec lesquelles on va peut-être avoir un peu moins de production, mais on va chercher des produits qu'on ne va pas trouver ailleurs. Voilà, ça je pense que c'est essentiel de pouvoir se positionner là-dessus. Et donc il y a une véritable recherche au niveau des variétés et être aussi à l'écoute de la demande, hein, évidemment. En termes de valorisation des produits, puisque là par exemple vous voyez, ça c'est une des plateformes de l'installation. Sur la droite vous voyez une culture d'orge par exemple, avec laquelle on produit des jus. Voilà. Donc c'est une façon de valoriser une culture qui est intéressante, puisqu'elle est très productive. De valoriser ça sur un produit qui est un peu original, effectivement, certes, mais ça permet effectivement de faire vivre un écosystème, ça permet de valoriser une récolte et ça permet aussi de trouver des débouchés intéressants sur des produits qui sont consommés extrêmement rapidement, puisque là, en l'occurrence, il s'agit de produits frais. On pourrait aussi travailler sur les déshydratations de ces produits-là et faire en sorte que ce soit des jus qui puissent être ensuite réhydratés. Une autre façon de valoriser sa récolte, là par exemple, vous voyez un des résultats de notre travail, puisque voilà, quand on cultive des fraises, on a des fraises de très bonne qualité, qui sont magnifiques, qui sont parfumées, qui sont belles, ça, celles-ci, on peut les vendre. Celles qui ont pris un petit coup, un petit peu d'humidité, ou qui sont un peu moins jolies, elles présentent un intérêt commercial beaucoup moins intéressant, alors qu'on a pris le même soin pour les cultiver. Donc là aussi, on a fait une recherche autour de comment on pouvait valoriser entre guillemets, nos déchets, hein, mais ce ne sont pas des déchets évidemment. Et donc on a innové en proposant un cuir de fraise. Voilà, donc c'est une préparation qu'on fait dans notre labo dans le 13e et qui permet en fait de valoriser toutes les fraises qui n'ont pas pu être commercialisées auprès des restaurateurs. Et donc c'est un produit qui est extrêmement intéressant puisqu'il a beaucoup de goût, il est parfumé et il a une grande poésie et donc ça permet d'apporter une petite touche une touche de fantaisie à cette approche. Voilà, je vous remercie. Merci Johan. On va tout de suite passer à l'intervention de Éric Virvaux et Philippe Leborgne, qui sont les fondateurs de l'entreprise Toit Ouvert, donc, qui produit des fruits et légumes sous serre, enfin qui propose en tout cas de produire des fruits et légumes sous serre en vente directe. Merci. Bien, donc bonjour à tous et merci à la ville de Paris et à AgroParisTech de nous accueillir et de nous permettre de présenter le projet. Alors ça va faire une bonne transition avec ce que vient de présenter Yvan Hubert parce qu'on va commencer par la qualité. Effectivement, la priorité que nous nous sommes donnée, notamment, c'est d'avoir un niveau de qualité qui correspond aux exigences des consommateurs. C'est pas juste de faire de la tomate, effectivement, pour faire de la tomate, ou de la fraise pour faire de la fraise, mais c'est de le faire avec de la qualité, de ne pas le faire en contre-saison également, sans produit de traitement, et vraiment de miser sur la qualité gustative, qui pour nous est aussi gage de durabilité du modèle économique, puisqu'on parlait de modèle, au-delà de l'engouement qu'il y aura nécessairement et qu'on constate, il faut durer au-delà de cette phase d'engouement et de mode, si on peut appeler ça comme ça. Alors bien sûr, si on parle de qualité, il faut parler aussi de prix, parce qu'il n'y a pas de qualité, ça a toujours un prix, et l'idée c'est plutôt de parler de rapport qualité-prix. Et en l'occurrence ici, on a intégré la contrainte de prix, enfin, on s'est donné une contrainte de prix en amont du projet. Donc, on a fait une étude de marché, on a regardé un petit peu quels étaient les prix, on va dire standards si on peut dire, ou en tout cas accessibles. Je dois changer de micro, c'est ça? Oui, je crois que ça siffle un peu. Est-ce que c'est mieux? Voilà, donc on a intégré cette contrainte de prix qui pour nous était essentielle, en faisant donc une étude de marché et en ciblant un prix moyen. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, on n'est pas dans des prix élitistes du tout. On va être très concret puisque la question sera forcément posée à un moment donné. La salade, on l'a ciblée à 1,20 €. C'est une salade qui est d'excellente qualité, qui n'a pas à être lavée puisqu'elle n'a connu aucun traitement et qui plus est sera vendue avec sa mode de culture et donc pourra être conservée en parfait état de fraîcheur pendant au moins une semaine, ce qui donc devrait limiter le gâchis qui peut se produire. Et enfin, tout ça sera vendu sous forme, donc en vente directe, le modèle économique impose la vente directe, sous forme d'abonnement et de panier. C'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans d'autres formes d'agriculture et pas seulement urbaine d'ailleurs. Alors pour atteindre ces objectifs de rapport qualité-prix, puisqu'on en est là,
En ce qui nous concerne, on a travaillé sur une serre de production, une serre chauffée sur une toiture, avec un mode de production hydroponique. C'est le seul moyen de pouvoir accéder aux toitures, puisque c'est un moyen léger de production. Et on a également travaillé sur un point très important, c'est l'étagement des cultures. Vous avez vu une magnifique illustration tout à l'heure de Johan Hubert. En effet, l'idée c'est qu'en zone urbaine, la surface est quand même limitée. Et donc quand vous bénéficiez d'une surface comme ici, environ 1500 m², il est essentiel de la travailler en volume, donc en hauteur finalement. Et on a beaucoup travaillé sur l'étagement des cultures. Alors 1500 m², ça représente à peu près 1500 personnes pour un panier évidemment qui ne comporte pas des choses telles que les cerises, les pommes de terre et autres productions qui ne sont pas accessibles évidemment à l'hydroponie aujourd'hui. Alors au-delà de la qualité que l'on a souhaité, au-delà de la qualité qu'il a fallu atteindre pour répondre à la demande des consommateurs, on s'est aussi intéressé à la qualité du travail, aux conditions de travail. Évidemment, on va être nous également dans la serre, donc pas de produits toxiques, on l'a déjà dit, c'est valable pour le consommateur, mais c'est aussi valable pour celui qui cueille et qui fait la culture. Et enfin, en ce qui concerne l'environnement, il faut aussi tenir compte des résidents, des habitants. On est en zone urbaine, l'agriculture urbaine c'est en zone urbaine, et donc il faut tenir compte des impacts éventuels que vous pourriez engendrer à produire des fruits et légumes, et qui ne seraient pas tolérables, tels que le bruit, l'odeur, la lumière la nuit, etc. Donc tout ça a été intégré bien sûr dans le travail de conception du projet. On a aussi travaillé tout ce qui était les coûts énergétiques. Donc la serre est isolée, on est sur un bâtiment, on va donc bénéficier de la chaleur du bâtiment, mais isoler aussi le bâtiment. Donc il y a une baisse du coût énergétique. On est sur un transport 0 km, des vélos cargo, on va alimenter entre 0 et 500 mètres autour de la serre a priori. On va gérer les eaux pluviales, on va les capter et les déconnecter du réseau d'eau pluviale. Alors ça c'est pas de l'agriculture urbaine, c'est pas lié typiquement à ça, mais on estime que pour un projet comme ça, il faut traiter aussi ces questions-là. Et enfin, on valorise nos résidus de culture. Effectivement, on ne fait pas de déchets, l'idée c'est vraiment du zéro déchet, mais on valorise, on a quand même des résidus de culture, des lianes de tomates, des substrats organiques et autres, et ça on va les valoriser sous différentes façons. Et le mieux pour les valoriser, c'est évidemment d'utiliser les atouts du quartier dans lequel vous allez vous implanter. Chaque quartier a ses spécificités, il y a des forces et des faiblesses. Ici, on a beaucoup de forces dans ce quartier. On va notamment pouvoir récupérer d'autres résidus de l'activité actuelle, tels que le marc de café. On fait une recette de cuisine, on fait des champignons. Donc, il y a pas mal de gens qui doivent connaître Upcycle qui fait ce type de valorisation de culture. Et bien nous allons la mener également. La valorisation également au-delà de cette production de pleurote, on va aussi faire du lombricompostage. Et grâce au jardin partagé qui est mitoyen de la serre, qui est installé dans le 12e arrondissement, pour ceux qui connaîtraient le secteur, sur un emplacement de Paris Habitat, le bailleur social de Paris, on va pouvoir finalement avoir des synergies entre le jardin partagé et nous-mêmes au travers de la valorisation du lombricompostage et aussi des aspects pédagogiques, puisqu'on aura des modes de production très différents sur un même site. Alors pour conclure, parce qu'on a très peu de temps, donc il faut tenir le délai, ce que je voudrais dire, c'est que pour tenir ce modèle économique et le mettre au service des valeurs qu'on voulait porter, des produits de qualité, à un prix accessible, pas de contre-saison, des variétés avec du goût, etc., distribués dans un quartier, il a fallu vraiment innover beaucoup. Et je voudrais citer un partenaire en particulier, qui est le Critard d'Or de Rochefort-sur-Mer, qui a fait toute l'ingénierie de la serre, avec lequel on travaille main dans la main. Également tout le travail de concertation qu'on mène avec AgroParisTech au travers de la complémentarité entre le maraîchage de seconde couronne et agriculture urbaine, qui pour nous, il n'y a pas de dichotomie ou d'opposition, les deux sont liés. Typiquement, amener à porter des pommes de terre de la seconde couronne pour alimenter un panier de maraîchage urbain, ça semble tout à fait logique, puisque ça on ne pourra jamais le produire ou très difficilement. Donc ce qui est très enthousiasmant, c'est que malgré toutes ces contraintes qu'on s'est données, on a a priori un modèle économique durable qui devrait résister à l'engouement initial et donc durer dans le temps et être réplicable. Et ça, c'est la chose la plus importante pour nous, puisqu'il ne s'agit pas de faire une serre et puis de s'arrêter là, mais de poursuivre, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Eric. Nous allons maintenant accueillir un binôme donc composé de Pablo Jacob, qui est le président du bureau des élèves de l'école Ferrandi,
et qui est également porteur d'un projet de potager sur les toits de cette école, accompagné de Nicolas Bell, qui est fondateur de Topager, donc une jeune entreprise innovante qui réalise des potagers en toiture depuis maintenant 3 ans. Bonsoir, donc je m'appelle Pablo Jacob, je suis élève à l'école Ferrandi et je vais vous montrer là où tout a commencé pour moi. C'est le magnifique jardin que vous avez en gauche de la diapo. C'est le jardin du restaurant Michel et Sébastien Brasse à l'Aïeul. C'est un jardin dont toute la production finie au restaurant est servie. Donc c'est un restaurant qui 3 étoiles qui consomme, on va dire plutôt produit 90% des herbes qu'il consomme. Par jour, en moyenne, en pleine saison, on utilisait 150 variétés d'herbes aromatiques différentes, ce qui est assez impressionnant. Et c'est de là où est partie mon envie de ramener un peu ce côté campagne, cette importance du produit et de la fraîcheur des herbes à l'école Ferrandi. Donc l'école Ferrandi qui est une grande école de cuisine, en tout cas à Paris et en France. Nous avons lancé ce projet, donc j'ai cherché à contacter Nicolas il y a un peu plus d'1 an. Nous avons étudié les possibilités à l'école et nous avons décidé donc d'installer un jardin d'herbes, uniquement d'herbes aromatiques, sur une terrasse, sur une des terrasses de l'école, comme projet test pour notre projet, notre envie. Donc bonjour. Effectivement, la sélection, le choix d'avoir essentiellement des herbes aromatiques, c'était vraiment pour produire des éléments à très forte valeur ajoutée. Si on prend l'exemple de la fleur de Capucine aringis, on a 30 € pour 4 barquettes de fleurs. Et avec, par exemple, ces étagères qu'on a construites sur le côté pour pouvoir gagner de la place et produire plus, un seul bac est capable de produire au moins 2 fois cette quantité, parce que quand on cueille les capucines au fur et à mesure et qu'on les laisse pas monter en graines, elles vont reproduire sans arrêt des fleurs. Et en plus, les cuisiniers peuvent valoriser par exemple les feuilles de capucine pour produire des plats. Et donc on est allé vraiment dans cette sélection, évidemment les aromatiques classiques, coriandre, persil, etc., mais aussi la menthe. Alors par exemple, donc, ce qui caractérise le choix de tous ces produits, c'est leur fragilité, c'est ça qui permet de donner de la valeur ajoutée, c'est de choisir des produits fragiles. Et par exemple, pour le thym, on peut facilement trouver du thym sec qui se conserve très bien, qui voyage très bien. Mais si les chefs veulent utiliser des fleurs de thym qui ont un parfum beaucoup plus fort, là pour le coup c'est très très utile de les faire sur place. Et enfin, c'était aussi l'occasion d'avoir des plantes très rares. En bas, vous voyez par exemple de l'aspérule odorante, de l'absinthe, qui n'est pas si rare que ça, mais qu'on utilise en pâtisserie, je ne savais même pas, et qui du coup sont des produits qui sont difficiles à trouver et qui permettent aux chefs d'avoir en pleine ville la même qualité de produit que peuvent avoir les chefs qui sont à la campagne. Alors, la fraîcheur des produits, les circuits classiques, en général, on a donc la cueillette, après le transport par camion frigorifique. On a encore une manutention supplémentaire quand on ramène tous ces produits dans les chambres froides à Rungis. Après, ils sont exposés pour la vente. Et enfin, il y a cette fameuse logistique du année kilomètre qui fait que ces produits sont encore une fois manipulés. Et entre le temps qui passe, les passant dans les chambres froides successives et les manipulations, on a toujours une perte de qualité. Et donc je reviens encore une fois à la fraîcheur, parce que mon métier c'est d'être cuisinier. La fraîcheur est au centre de notre envie. La différence, et je ne cesse pas de le répéter, la différence entre le persil que nous avons nous dans nos bacs et le persil qu'on commande et qui vient de Rungis, même s'il vient peut-être de Pâtes bien loin, la différence est absolument étonnante. Ça n'a rien à voir. Donc pas seulement nous disposons d'une fraîcheur exceptionnelle qui change totalement le goût des produits, mais en plus de ça, nous disposons de toutes ces variétés différentes et particulières, des petites choses que nous, les cuisiniers, on aime bien finalement. Les petites fleurs, les petites feuilles, un goût acide ici, un goût peut-être anisé par là. Tout ça, on le dispose donc dans notre balcon et la production commence à être utilisée de plus en plus par tous les chefs, par tous les enseignants de l'école, lors des productions dans le restaurant d'application.
Donc aussi, dans mon expérience chez les Brasses à l'AIE, j'ai tout de suite ressenti l'importance que ça avait pour la cohésion de l'équipe. Tous les matins, c'était une partie de l'équipe qui allait prendre la cueillette du jour. Et je pense que ça donne un lien supplémentaire à une équipe de cuisine qui est sous tension en permanence, qui est sous le stress en permanence, et que le moment de sortir et de choisir ses produits et de voir d'où ils viennent, ne serait-ce que se retrouver dans un jardin agréable au soleil, permet aussi aux cuisiniers de se décontracter. Aussi, ça permet de faire marcher l'imagination, de se demander qu'est-ce que je vais faire avec ci, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ça, je ne connais peut-être pas, ça, le goût ne me plaît pas, comme ça, on va voir ce que ça donne cuit. Bon, si vous voulez, autour de ce potager, c'est construit. Aujourd'hui, actuellement à l'école, c'est construit une équipe qui est soudée, et même l'ensemble de la communauté de l'école est soudée autour de ça, parce qu'ils trouvent que c'est un outil génial. Parce que c'est un outil de détente, c'est un outil de travail, c'est un outil aussi de valeur ajoutée. Alors, en fait, ce projet, il a beau être tout petit, on cultive à peine sur 25 mètres carrés, il me semble. Mais l'idée, c'est vraiment de mesurer le temps passé et la valeur de la production pour voir que ce ne soit pas un coût supplémentaire pour le restaurateur. Et en partant de ce projet-là, l'idée qui est donc centrée que sur les aromatiques à très haute valeur ajoutée, l'idée, c'est de passer aussi à des produits en beaucoup plus grosse quantité comme la roquette et le mesclun, qu'on trouve après dans toutes les assiettes des restaurants parisiens. Et pour ça, grâce à notre partenariat avec Haute-Paris, on bénéficie d'une surface expérimentale à Ivry-sur-Seine, sur une ancienne usine des eaux, où du coup on a recruté un agronome, Arnaud, qui va essayer où on va vraiment mesurer comment optimiser cette production, avoir un vrai modèle économique avec ça. Et puis... Allô ? Et du coup, on a différents projets qui sont en cours, des permis de construire. Donc on a un projet par exemple, sur le toit du point éphémère avec un restaurateur qui devrait être opérationnel au printemps prochain. On a un permis de construire qui a été déposé avec un projet de 1000 m² sur un immeuble de la gare Saint-Lazare, sur un autre immeuble à Aubervilliers avec la foncière ICAD. Et puis on a aussi un projet rue Didot avec l'architecte Édouard François, où là, à chaque fois, on essaye d'avoir des micro-modèles économiques. Et enfin, dans le cadre de Réinventer Paris, avec l'agence spéciale, on a aussi proposé un modèle, là, comme c'est une œuvre vraiment intégrée, serre, culture, etc., avec aussi l'association Espace. Donc on compte s'insérer non seulement dans l'économie circulaire, mais aussi dans l'économie solidaire. Merci. Merci Nicolas et Pablo. Nicolas, on va vous garder parce que en fait, vous faites partie du binôme suivant, donc avec René Angoujard, qui est directeur du Pullman Tour Eiffel. Bonsoir à tous. Le Pullman Tour Eiffel, donc c'est un hôtel de 430 chambres, 22 salles de conférence, situé près de la Dame de Fer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2013, nous étions en train de rénover l'hôtel et le projet paysagiste qui m'était proposé ne m'intéressait pas du tout. J'étais vraiment déçu et j'essayais de trouver une idée pour faire quelque chose de différent. Un soir, en rentrant à la maison, j'étais en train de surfer sur les news et je tombe sur une émission de télévision où il y avait Nicolas, ici même présent, qui était en train de parler justement sur les toits de cet immeuble, en parlant de culture sur les toits, etc. Et donc j'ai attendu la fin de l'émission pour voir qui c'était ce jeune homme, et j'ai vu Topager. Donc le lendemain, j'ai contacté Nicolas, nous sommes venus sur place pour voir, il est venu sur place, et nous avons fait une proposition justement au maître d'œuvre pour lancer ce fameux potager. Alors, comme oui, 650 m², hein, 110 variétés et 11 arbres fruitiers, dont des figuiers, et la première figue a été récoltée aujourd'hui. Ah, donc là aussi, au niveau de... Alors, cet hôtel, cet aménagement, il n'a pas seulement destiné à être productif, il est destiné à avoir une valeur aussi paysagère, à faire beaucoup d'autres choses. Mais donc on a calculé à peu près, sur la première saison, on a fait à peu près 400 kg de production pour 7 000 € de valeur, avec des grandes disparités.
Évidemment, sur le mesclin que vous voyez en haut à gauche, c'est très rentable parce que la plante de 2 mètres carrés, on a tout cueilli, une semaine après ça a repoussé, on recueille. Donc là, on a pas mal de valeur. Les fleurs comestibles, n'en parlons pas, ça coûte tellement cher au kilo qu'on a énormément de valeur ajoutée. Mais on a voulu diversifier parce que ce potager n'a pas seulement un rôle productif, mais il a aussi un rôle pédagogique, qu'on puisse voir un peu tous les différents types de légumes qu'on puisse pousser. Il a un rôle esthétique. Mais on espère pouvoir pousser la valeur de la production à 12 000 € l'année prochaine en améliorant les techniques agronomiques. Alors non seulement on a fait un potager, mais en plus nous avons des ruches et nous avons aussi un poulailler. Donc un poulailler qui produit environ une vingtaine d'œufs. Alors l'impact a été énorme sur la cuisine, puisque tous les jours, la cuisine, le restaurant et le bar, puisque tous les jours les bartenders vont dans le potager pour aller chercher les herbes qui sont nécessaires pour les cocktails. L'équipe de cuisine fait les menus par rapport à ce qui pousse dans le potager. Et nous avons toute l'équipe qui s'est responsabilisée par rapport à ce potager. Oui, ça peut, oui. Donc, nous avons le cercle vertueux, puisque de la récolte du potager, nous créons les menus. Les menus, la cuisine fabrique les plats, et les déchets sont mis en compost pour une utilisation future. Voilà, on estime qu'on traite comme ça à peu près 8 tonnes de déchets, donc c'est autant de déchets en moins qui ne vont pas dans l'incinérateur, qui ne vont pas dans les camions poubelles. Et donc ça fait aussi partie d'une valorisation, puisque traiter les déchets, c'est un coût. À Paris, c'est très important. Et on peut très bien imaginer qu'en développant ce genre de pratique, il puisse aussi y avoir un retour de la collectivité à ce sujet. Et ça permet aussi de sensibiliser les équipes à travers l'hôtel, puisque tous les membres du personnel ont visité le potager, on leur a expliqué comment ça marchait, quelle était la marche du cercle vertueux, et ça aide tout le monde. Alors au niveau des autres valeurs ajoutées, donc là nous on ne se positionne pas dans une pure production, dans un projet comme ça. Il y a aussi tout ce que rapporte ce qu'on appelle les services écosystémiques. Un potager, plus il fait chaud, plus ça va avec le rythme de croissance des plantes, au niveau des haricots, des tomates et tout, il y a de plus en plus de feuilles, et donc de plus en plus d'évaporation, parce que bien sûr c'est irrigué. Et toute cette évaporation va contribuer à rafraîchir l'atmosphère. On estime au moins 2-3 degrés de baisse de température au niveau du toit de la cuisine de l'hôtel sur lequel est mis ce potager. Et cette baisse de température va aussi contribuer à ce que l'hôtel puisse faire des économies d'énergie en climatisation. Autre chose, les membranes d'étanchéité, en fait, elles se fatiguent en se dilatant et se rétractant entre le jour et la nuit à cause des différences de température. Si vous avez une protection qui reste à humidité à peu près constante, à température à peu près constante, comme quand on creuse sous le sol, et ben, ces membranes d'étanchéité vont être protégées. On aura besoin de changer la membrane d'étanchéité moins souvent. Et là aussi, il y a des véritables économies. Ensuite, il y a le coût de la gestion de l'eau. Ça coûte très très cher de gérer les eaux de pluie qui se lessivent, etc. Et du coup, grâce à ce potager qui fait une véritable éponge, plus qu'une toiture végétale classique, parce qu'il est plus riche en matière organique, et la matière organique retient mieux l'eau que les matières minérales qui sont souvent sur les toitures en sédum classique, et ben on aura aussi des économies par ça. Et on pourra bien sûr accueillir beaucoup de biodiversité, et d'ailleurs on est dans un programme de recherche qui étudie cette biodiversité avec le Muséum d'histoire naturelle et l'INRA. Il faut aussi passer à l'impact médiatique. Pour nous, ça a été énorme, puisque nous avons, vous voyez, toutes les téléjournaux, mais il y a eux aussi la télévision brésilienne, la télévision australienne, nous avons aussi les radios aux États-Unis. Nous attendons le ministre de l'Agriculture, puisqu'il y a c'est l'équipe dont Madame la maire a intérêt à se presser, si elle veut venir, parce que... Non, Madame la maire. Oui. nous le disons qu'avec... Donc, Monsieur le ministre de l'Agriculture va arriver très bientôt. Donc, non, juste un message. Donc, voilà, merci beaucoup. Voilà.
son temps de parole. Nous avons un 5e intervenant qui est venu comme ça, dans l'invité mystère. Donc c'est Pascal Roumain de la société qui représente le groupement AMP qui va nous parler d'aquaponie. Merci, bonjour. Excusez-moi effectivement pour la visite surprise. Le temps que la présentation charge, nous sommes effectivement pisciculteurs. Alors pisciculteurs à Paris, ça peut paraître un paradoxe. On a vu beaucoup de choses sur les végétaux, assez peu sur le vivant et sur les poissons. Alors, petite particularité, donc notre savoir-faire et nos développements. Voilà. Nos développements sont basés donc, sur une expertise qui est acquise en région, sur des sites piscicoles qui sont à Cherbourg pour la production de truites et de saumon, en région centre pour des poissons d'eau douce. On n'entend pas. On est Pardon. Nous sommes donc pisciculteurs, comme je l'expliquais, à Cherbourg, producteurs de saumon et de grandes truites, producteurs de poissons d'eau douce en région centre, en Sologne, et également en Pays de Loire, en Anjou. On a développé depuis maintenant 2 ans un pilote d'aquaponie qui nous a permis d'établir un certain nombre de métriques qu'on vous présentera donc rapidement et qui permettent d'avoir aujourd'hui une idée de l'économie du système. Oui, il est possible de produire du poisson en pleine ville. Et à Paris, on a proposé de faire le saumon de Paris. Vous avez des espèces qui vivent et qui ont un cycle entier en eau douce et qui sont tout à fait adaptées à une production hors sol. Alors, le saumon que nous produisons à Cherbourg donc, est un produit extrêmement haut de gamme, produit dans des conditions tout à fait respectueuses de l'environnement. On a la chance donc, de produire, selon certains chefs, le meilleur saumon d'élevage d'Europe. L'idée, c'est effectivement de proposer ce produit en direct aux consommateurs. Pour vous donner juste 2-3 chiffres, le produit part de Cherbourg à 10 € le kilo, il arrive sur les marchés parisiens à 30 € le kilo. Donc on imagine effectivement les marges des intermédiaires. Les marges des intermédiaires et les gains qu'on aurait à pouvoir distribuer les produits en direct sur Paris. Les structures aquaponiques, on s'est dit qu'il était important d'adresser également les particuliers, les propriétaires de terrasses, les propriétaires de jardins, et on diffuse donc une version dite bassin potager qui permet d'avoir sur des surfaces de 2 mètres carrés une production familiale de poissons et de végétaux. Alors, l'aquaculture urbaine, quel site et quel modèle économique? C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de possibilités d'intervention en fonction principalement des contraintes de portance. Oui, le problème de l'aquaculture, c'est le poids. Pour produire dans des conditions raisonnables de densité, 10 km3, rappelons qu'un mètre cube, donc 1000 litres, 1 tonne, on a donc des problèmes de portance sur certains toits d'immeubles ou toits de retailer. On a malgré tout des possibilités donc, dans les caves, ça a été évoqué tout à l'heure, de jardins, d'espaces publics. On est aujourd'hui donc en train d'installer plusieurs modules dans Paris, donc à la recyclerie, le cabinet Extu avec qui on a travaillé sur Inventer Paris. On a également un site qui va être implanté à la Maison de la Pêche et de la Nature de Levallois, et on a un projet donc, dans le Bois de Boulogne, si ce projet peut être suivi. On a défini des modélisations qui nous permettent donc de proposer ce type de déploiement à des collectivités, à des promoteurs, des architectes et des opérateurs privés. En fait, c'est le site qui détermine le modèle économique. Quelle faisabilité technique, quel niveau d'investissement, quelle capacité de production et de commercialisation. Alors je suis désolé, c'est un peu rébarbatif, mais il faut donner un exemple de modélisation. Pour une serre donc, qui ferait 5000 m², une surface de production de poissons de 500 m², si on prend 1 mètre de hauteur d'eau, c'est 500 m3, on considère un ratio de 8 fois la surface au sol pour la partie production végétale. Ça nous donne 4000 m² de surface végétale, et il faut 500 m² pour tourner autour des bassins et pour les surfaces hors exploitation. En termes d'investissement au mètre carré, donc, vous avez 400 € du mètre carré pour la partie poisson, 200 € du mètre carré pour la partie végétale et 100 € du mètre carré pour les surfaces utilitaires. Donc on voit très vite que c'est une industrie qui est assez capitalistique, puisque le montant de l'investissement pour une serre de 5000 m² se monterait à 1 million d'euros. Alors il faut savoir que ces investissements sont
éligible à pas mal d'aides européennes, puisqu'il a été signé au mois de février dernier entre les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, le plan de progrès pour la pisciculture. Il faut savoir qu'on importe 80% des produits de la mer qui sont consommés en France, donc il y a un véritable enjeu pour équilibrer ces balances à produire et à créer des filières en France. Donc l'Europe a mis en place un programme qui s'appelle le FEAMP, qui permet d'avoir entre 40 et 50% de subventions sur ces investissements. Alors pour 5000 m² de surface, on a pris donc une production de truites qui permettrait de produire donc 46 tonnes 8 de truites qu'on va considérer viscérées, puisqu'on va les vendre conditionnés et viscérés. Ce qui peut générer, si on prend un prix de 5 € du kilo, un chiffre d'affaires de 200 000 €. Sur la production de végétaux, on estime donc une production de 130 tonnes, vous voyez, c'est très vite important, 46 tonnes de poissons, 130 tonnes de végétaux, à 1 € le kilo. Donc là encore, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle de salade, comme tout à l'heure, à 50 centimes pièce ou 1,50 € pièce? Est-ce qu'on parle de fraises à 2 € le kilo, 10 € le kilo, de tomates cerises à 2 € et 10 €? Les modèles changent beaucoup en fonction de la commercialisation choisie. Sur un chiffre d'affaires comme ça normatif de 330 000 €, quand on le rapproche au coût qui inclut les mortalités des poissons, les aliments qui sont achetés. Alors, si on utilise des aliments bio, bien évidemment, on a une traçabilité parfaite au niveau de la poisson produit. 4 employés, donc c'est assez intéressant aussi en termes de création d'emplois. On peut arriver donc à des coûts opérationnels de 278 000 € et à un résultat d'à peu près 52 000 €, soit une rentabilité de 16%. Alors, quand vous faites varier les prix de vente, les tonnages, c'est quelque chose qui est assuré aujourd'hui. Quand vous faites varier bien évidemment les tonnages et les prix de vente, vous avez donc des résultats extrêmement différents. La principale variable après va reposer sur votre mode de commercialisation. Alors on l'évoquait, investissement réalisé, les autorisations, ce n'est pas si simple de produire du poisson. Et là aussi, c'est soumis à des contraintes réglementaires lourdes. Quelles espèces produites? On a vu la fois précédente une production de tilapia à Bâle par Urban Farmer. Le tilapia, pour le moment, on n'a pas le droit de le produire en France. Donc poisson d'eau douce, poisson d'eau froide ou d'eau chaude. Quel mix avec les végétaux et quel prix de vente? Est-ce que vous commercialisez en direct type Urban Farmer? Le personnel nécessaire, les produits connexes et enfin les économies d'échelle. Merci. Merci beaucoup Pascal, et pour ceux qui voulaient des chiffres aujourd'hui, c'est bien que vous avez servi. Nous allons maintenant accueillir Noémie Benoît. Bonsoir à tous. C'est très intéressant toutes les interventions qu'on a eues parce que ça va m'éviter la moitié de ma présentation. Donc merci beaucoup. On va donc résumer ce qui s'est passé, tous les exemples qui ont été présentés. Pourquoi on investirait dans l'agriculture urbaine aujourd'hui? Jacques-Olivier m'a demandé de focaliser particulièrement sur les toits et les murs. Donc voilà. La première chose, c'est qu'on voudrait avoir des retours sur investissement, parce qu'on sait tous que le premier investissement coûte beaucoup d'argent. On voudrait créer de l'emploi, mais on voudrait aussi, indirectement, investir dans la santé des habitants dans la ville, sur le bien-être des habitants, et gérer les risques à long terme, les risques écologiques, les risques sociaux, les risques économiques dans la ville. Mais il ne faut pas qu'on oublie que l'agriculture urbaine dans la ville, c'est un relais à l'agriculture périurbaine et l'agriculture durable en dehors des villes. Toujours la perspective d'une agriculture tournée vers la ville et non plus uniquement vers l'export, et au niveau de la structure alimentaire des grandes villes. Donc l'agriculture urbaine dans la ville, c'est aussi un outil de transition vers un système alimentaire plus résilient. Voilà, donc quand on travaille sur de l'agriculture urbaine, si on est dans la terre, c'est beaucoup plus facile que si on est sur la terre, sur un toit. Parce que les investissements bases sont donc importants. Donc on doit avoir une bonne raison d'investir tout cet argent au début. On va donc regarder un modèle économique. Un modèle économique, c'est on va considérer le toit comme une micro-entreprise et elle va avoir donc des revenus directs ou indirects.
Donc des revenus directs, par exemple, c'est avec des produits ou avec une activité. Des revenus indirects, ça nous permet par exemple de dépenser moins ou de réduire des risques sur le plus long terme ou d'investir, de faire une pierre deux coups. Le but aussi, c'est de rembourser le capital de départ. Voilà, donc on va regarder qu'est-ce qui vaut le coup aujourd'hui. La première chose dont on va parler, je vais vous présenter 4 grandes histoires d'agriculture urbaine dans le monde entier, dans l'hémisphère nord. Chaque ferme a son histoire, et la performance en fait, de l'agriculture urbaine sur toi, elle dépend aussi de la mission de base choisie par un acteur précis dans un contexte spécifique. Donc il ne faut jamais oublier que le choix de l'ambition, elle détermine aussi la manière d'évaluer la rentabilité. Donc chaque ferme a une histoire. Le premier modèle économique, c'est les produits à haute valeur ajoutée. Le deuxième, ce sera la valorisation immobilière. Le troisième, le potager des chefs. Et le troisième, le do-it-yourself public. Voilà. Donc le premier, c'est la haute valeur ajoutée. Qu'est-ce qui se passe alors sur un toit? On va cultiver donc des produits qui vont soit être destinés à la transformation, comme les fraises, comme d'autres produits comme les herbes. On va avoir par exemple des techniques soit de serre avec une forte densité, des techniques de spin farming, donc des techniques assez intensives. Ça peut être très spécialisé ou assez diversifié. Voilà, le but aussi c'est d'avoir des produits extra frais qui ont une forte valeur, par exemple des salades pour un supermarché. On va pouvoir coupler en fait cette production avec un atelier de transformation par exemple comme les fraises. Voilà, donc on va pouvoir aussi avoir directement une opportunité de créer de l'emploi, et notamment dans l'économie sociale avec de la main-d'œuvre peu qualifiée. On va avoir des revenus directs avec les produits, mais aussi de la consultance en agronomie par rapport au système qu'on développe, et des revenus indirects par rapport au marketing, par exemple pour un supermarché. Les acteurs intéressés pour cela, c'est les entrepreneurs, les ateliers l'atelier social, l'économie sociale, les supermarchés, etc. Un des points forts en fait, de ce modèle, c'est que ça réduit donc drastiquement les transports. Ça développe aussi la filière de transformation qui est aujourd'hui en perte de vitesse dans de nombreuses capitales en Europe. Et notamment, quand on ne travaille pas en serre, ça développe la biodiversité. Donc ça, c'est des points forts. Le deuxième modèle, c'est la valorisation immobilière. Je vous ai mis 2 images pour illustrer ça. La première, c'est Brooklyn Grange avec l'événement d'un mariage sur le toit. Et la deuxième, c'est Zaag Park à Amsterdam sur un immeuble de bureaux où les gens des bureaux mangent là le midi. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce toit? Il y a 2 possibilités. C'est des cultures maraîchères diversifiées qui ont une valeur esthétique, mais qui constituent aussi un espace de récréation. Ça peut être combiné donc avec une salle à louer comme à Dakaker. Ça peut être un espace qui peut être loué pour des occasions, ou alors ça peut être un espace qui est donné aux habitants pour jardiner, pour créer de la cohésion, pour produire avoir un potager. Donc dans un modèle, on peut avoir la location de bureaux, d'une salle, d'une terrasse ou d'un jardin. On peut avoir un événement, une activité, c'est des revenus directs par heure, par matinée, par journée. On a donc les acteurs de ce modèle, c'est par exemple les hôtels, les bailleurs sociaux, les immobiliers, les promoteurs. Il y a une différenciation sur le marché par rapport à cette utilisation en fait. C'est un outil marketing en premier. Et les bénéfices liés au coût direct de la location sont intéressants. Dans le deuxième cas, donc, de la valorisation immobilière avec un espace partagé avec les habitants, les deux peuvent être combinés, il y a une valeur partagée en fait avec le locataire, et ça réduit notamment les risques de gestion, mais ça provoque aussi de la cohésion sociale. Il y a l'activité de récréation, la valeur immobilière qui augmente avec le fait d'avoir du vert. Donc les loyers peuvent être aussi plus chers par mois, il y a moins de vide locatif, et la valeur du bâtiment à la revente augmente. Voilà, donc les plus de ça, c'est la valeur du portefeuille immobilier, l'image de marque, et la maintenance qui est transférée notamment d'un jardin esthétique à entretenir à un jardin esthétique entretenu par un fermier urbain ou par des habitants pour quelque chose de productif.
Notamment ici, dans ce modèle, on valorise l'expérience des gens qui sont prêts à payer pour cette expérience d'agriculture urbaine. Le troisième modèle, c'est le potager du chef. Donc on a eu l'expérience avec l'exemple avec l'école fermée. Donc là encore, on a une... Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est le modèle, l'étude de faisabilité de la ferme abattoir à Bruxelles, qui a été développée parce qu'elle est couplée à un restaurant qui se voulait d'un certain niveau. Donc le modèle qui est développé et qu'on retrouve dans toutes ces fermes-là, c'est que c'est de la culture intensive à haute valeur ajoutée, avec une très haute qualité, une qualité aussi esthétique très haute. On va avoir donc par exemple des micro-légumes, quelque chose qui n'a pas besoin de beaucoup de substrat. On peut avoir des plantes sauvages, des fruits, donc tout de suite il y a un lien aussi avec des variétés anciennes, donc il y a un lien avec la biodiversité. Mais on va aussi avoir tout un travail sur donc, le goût, le compost, la qualité du sol, le plan de culture, la rotation. On va tout de suite avoir des savoir-faire qu'on va mettre en place, qui sont aussi quelque chose qu'on peut faire valoir en consultance agronomique. Au niveau des retours sur investissement, au niveau du budget, disons que ça va remplacer les produits qu'un chef aura notamment achetés, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le budget total d'un restaurant. Par contre, au niveau du marketing et de la vente, on transfère les coûts de marketing dedans. Donc tout le budget marketing, la ferme sert d'outil. Voilà. Ce qui est des revenus directs, c'est les visites, le savoir-faire, les workshops, les ateliers de cuisine et les produits à emporter transformés par les chefs. Ce modèle, c'est pour les entrepreneurs, les chefs, les restaurants, les cafés, etc. Voilà, le dernier modèle, c'est un do-it-yourself public. Vous voyez ici le potage choix initié par le ministère bruxellois. Donc ici, en fait, ça s'adresse vraiment au public. Qu'est-ce qui se passe sur ces toits ? Comme ce qui peut se passer sur un terrain à côté ou dans l'espace vert. C'est des cultures diverses, des fruits et des légumes courants. On va y trouver des systèmes innovants, on va y trouver des démonstrations techniques de techniques différentes. On va pouvoir aussi imaginer, on a fait une étude aussi pour faire une école verte, donc une école dans une serre où les élèves vivent au milieu d'un potager. Donc il y a plein de configurations possibles et les architectes en auront plein à inventer. Ce modèle, c'est pour la sensibilisation, l'éducation et la démonstration, en fait, autant de l'alimentation durable que du jardinage. Voilà, donc il y a des ateliers pour les classes, pour les groupes, des visites, c'est un lieu de partage de connaissances. Il peut y avoir un mini-marché avec des parents d'élèves, avec les gens du bâtiment. On peut y cueillir soi-même. C'est souvent géré par une association ou par des bénévoles. Ici, en fait, la valeur, c'est l'éducation. Donc, on investit de l'argent sur le long terme ou sur le court terme, mais on sait très bien que ça va pas que les investissements de départ ne vont pas être rentables. Par contre, une petite ferme comme ça, elle se suffit à elle-même pour gérer les coûts opérationnels et les gens qui gèrent cette petite ferme. On pourra aussi trouver du matériel pour le public. Voilà, donc c'est vraiment un modèle pour les institutions publiques à répéter encore et toujours sur toi et pas sur toi. L'innovation, elle est aussi possible, donc on peut y tester des nouvelles techniques, on peut avoir des petits modules, notamment d'aquaponie pour sensibiliser le public, faire des études. C'est un outil peu cher et très efficace. Et au niveau de la motivation, c'est un outil aussi de motivation pour les gens des villes, quel que soit leur milieu social. Voilà, donc j'arrive à la conclusion, et en fait, vous avez vu 4 histoires, c'est les 4 plus grandes. À peu près tous les modèles se retrouvent dans ces 4 histoires, ou alors elles sont des combinaisons de ces valeurs, de cette valorisation. Un toit, sans pas couplé à une activité, a beaucoup moins de valeur en fait, même si ça existe. Les flux donc d'argent sont multiples, ils sont directs ou indirects. Aujourd'hui, la rentabilité d'une association, c'est une rentabilité très différente d'un entrepreneur ou d'un hôtel ou d'un chef. La rentabilité augmente si on fait un réseau de fermes urbaines ou de toits cultivés. La surface, en fonction de la surface, on peut aussi augmenter la rentabilité, mais en fonction de la densité, on peut aussi augmenter la rentabilité.
Aujourd'hui, le compost et la gestion du déchet, aussi bien que le service environnemental, de minimiser l'impact de l'effet de serre, ce n'est pas payé ou remboursé ou subventionné par les politiques. C'est quelque chose qui commence à se faire à New York, donc on peut aussi imaginer là que les modèles d'entreprise qu'on va faire aujourd'hui vont aussi évoluer dans les prochaines années. Et ce qui justifie d'investir dans l'agriculture urbaine aujourd'hui, c'est le retour sur investissement qui est optimisé un par un, en fonction donc, de l'ambition. Et en fonction de l'ambition, c'est aussi la technique qu'on va gérer. Donc on va avoir des retours sur investissement plus ou moins grands. On va avoir une création d'emplois, notamment pour la gestion des jardins, pour le maraîchage, pour la transformation et pour l'animation. Et pour tout ce qui est public, on investit ici dans le court terme parce qu'il y a une récréation, il y a une valeur de profit direct avec le verre et l'accès aux légumes et au potager, mais c'est aussi sur du long terme avec tout ce qui est le patrimoine des villes, les habitants et leur santé, le social, le culturel, l'environnemental et donc l'économie. Voilà. Merci beaucoup Noémie. Nous allons donc maintenant passer à la phase de questions publiques. Donc j'ai des collègues qui vont passer avec des micros. Alors vous avez remarqué que ce soir les micros sont un peu capricieux, donc si ça ne fonctionne pas, on va le faire à l'ancienne. Donc c'est à vous. Ok, bonjour, je suis Aïssa Jacqui, je suis professeur en agriculture urbaine en Belgique, à Jean-Bloch Bibliothèque. Je voulais d'abord remercier cet événement parce que ça permet pour une fois de regarder un peu l'aspect économique qui est souvent oublié. Et j'ai eu deux questions, notamment pour l'aspect aquaponie. Quand on regarde dans la littérature et les modèles économiques, en général, c'est souvent les plantes qui sont génératrices du plus de chiffre d'affaires et pas le poisson. Et dans votre modèle, c'est plutôt le poisson qui génère plus. Oui, effectivement, sans doute une déformation, nous sommes pisciculteurs, donc la logique est plus que pour nous le végétal, c'est tout simplement le biofiltre, le système de filtration, notre système de production de poissons, et on est venu à l'aquaponie parce que sur une de nos piscicultures, nous commercialisons des baignades naturelles, donc on est venu à l'aquaponie par ce système-là. Et en réalité, la valeur ajoutée qu'on considère aujourd'hui, vous l'avez vu, effectivement 1 € le kilo sur les végétaux, c'est pas très valorisant. On considère effectivement plus de valeur sur le poisson, bien que paradoxalement, on produise beaucoup plus de végétaux que de poissons. Le rapport, vous l'avez dans la littérature, il est effectivement entre 5 et 8 fois la biomasse de poisson produite. C'est vrai. Bonjour. Pascal Urban View. J'ai une question également sur l'aquaponie, parce que quand on regarde un peu les modèles un peu partout dans le monde, on est plus souvent effectivement sur, sur 1 million d'euros pour 1000 m² et non pas 1 million d'euros pour 5000. Où est votre recette? Est-ce que vous êtes au sol ou est-ce que vous êtes en toiture? Non, on est hors sol, en toiture, mais avec des serres agricoles. Hein. Donc c'est pas des infrastructures. Mais ça, la réglementation urbaine est assez compliquée pour les serres agricoles en toiture. C'est un sujet. Mais je crois que ça a été... Alors, oui, sur effectivement la réglementation sur les serres urbaines en toiture, vous avez tout à fait raison. On a un problème de gabarit à ce stade. C'est une réflexion sur laquelle on a travaillé notamment avec mon collègue Jean-Louis Missica, qui est notamment chargé de l'urbanisme, et on est en pleine révision du plan local d'urbanisme. L'enquête publique a commencé de mémoire il y a 2 ou 3
3 jours et va se terminer mi-juillet. Et on a effectivement travaillé, alors c'est les premières propositions, hein, puisque le plan local urbanisme va être débattu après au Conseil de Paris. Et il y a effectivement, cette question elle est prise en compte, puisqu'on souhaite que on trouve effectivement des possibilités de monter des serres hors gabarit, sans PC, etc. Pour faciliter l'installation des serres. Ça fait partie de quelques dispositifs du plan local urbanisme qu'on souhaite voir approuver à la fin du processus. Parce qu'on a bien conscience qu'il y a une nécessité de résoudre les problèmes, ce problème d'implantation de serres sur les toits. Je vais juste préciser une chose, c'est que dans ce PLU, en tout cas la rédaction actuelle, eh bien, il n'y a pas de création de surface de plancher. C'est considéré comme un élément technique, comme des panneaux solaires ou ce genre de choses. Donc la réglementation change. Alors certains m'ont fait remarquer à juste titre qu'il fallait peut-être qu'on soit un petit peu vigilant sur la rédaction telle qu'elle est aujourd'hui écrite dans le document qui est proposé à concertation, puisque dans le document qui est proposé à concertation, nous avons mis serre. Effectivement, il faut peut-être qu'on précise serre à vocation agricole. Sur tout le territoire parisien? Oui, absolument. Bonjour, Antoine Guy Bourget de Hugo Paysage. On développe des potagers d'entreprise et des ruches beaucoup dans Paris. Et j'ai une question qui est peut-être plutôt pour Bruno ou Noémie, qui concerne la productivité moyenne de légumes sur des toits. Est-ce qu'il y a des ratios, des chiffres? Ça doit dépendre des espèces. C'est la colle. Donc, il faut que je réponde par un chiffre ou plus par tous les paramètres qui sont... En fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tout est possible, quoi. Enfin, ça dépend de la densité, de la technique, des espèces. Donc, je ne peux pas répondre par un chiffre. Voilà. Donc, je peux répondre, par contre, on travaille en fonction... On calcule par rapport aux techniques, par rapport aux... Ouais, on travaille avec les paramètres et alors on fait un par un. Donc j'ai des chiffres et... Ce sont des chiffres par type de variété ou par type de technique? Par type de technique. Je ne les connais pas par cœur, donc je ne peux pas dire. Et donc aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si on veut produire des tomates, des salades, des légumes assez basiques, de dire si on s'est cultivé en bac sur une terrasse, on peut sortir X kilos, parce qu'il y a quelques chiffres qui ont été donnés comme tout à l'heure. Oui, mais même dans ça, moi je travaille avec 5 trucs différents. Donc, Si je prends juste un petit exemple, déjà on ne va pas du tout avoir le même poids si on fait du persil ou de la tomate, parce que ce n'est pas du tout les mêmes natures entre les légumes feuilles et les légumes fruits. Et par exemple sur la tomate, il suffit d'un événement, d'un climat qui n'est pas terrible, avec des attaques de champignons et tout, pour que la production chute énormément. Donc nous on sait qu'on peut avoir entre 4 et 10 kg par mètre carré, mais ça reste avec les techniques sur 20 cm de substrat spécial couture. Donc c'est extrêmement variable. Pour ajouter une serre, vous pouvez facilement doubler ce chiffre. C'est vraiment très variable. Avec par exemple la méthode de future growing, on peut arriver par exemple sur une surface de 200 mètres carrés à plus de 200 000 salades par an. Donc voilà. Pierre Johnson, consultant en développement durable, en transition écologique. Moi j'ai une question, pour faire de l'agriculture biologique, du moins il faut de la terre. Et j'ai jamais vu traiter vraiment la question de la terre. C'est-à-dire d'où vient cette terre, vu qu'elle n'a pas vraiment de valeur en droit français. On perd, je ne sais plus, 6 000 km², je crois, par an de terre agricole. Donc pour végétaliser les toits, etc.,
généralement, enfin, sauf système aquaponie pur, etc., il faut amener de la terre. Et jamais, enfin, là je suis arrivé en retard, peut-être que ça t'est posé, mais rarement j'entends poser la question de la qualité de la terre, la question de déshabiller par des pierres, etc. C'est où est-ce qu'on la prend? Est-ce qu'on la prend dans les espaces ruraux? Alors c'est vrai que des fois, elle n'est pas valorisée, donc elle peut être abandonnée. Mais d'où vient cette terre? Parce qu'il y a terre et terre, en fonction de la qualité de la terre, effectivement, on va, pour rebondir sur la question de monsieur, on va aboutir à des rendements différents. Est-ce que c'est un impensé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi dans la discipline d'agriculture urbaine? La question du substrat en général est centrale. Alors la terre végétale, il faut savoir que si vous prenez la terre franche de champ, ça peut être extrêmement lourd, à saturation d'onde jusqu'à 3 tonnes au mètre cube. C'est quasiment impensable sur des toits, donc ça se faisait il y a longtemps. On est obligé de renforcer les structures énormément, donc il y a un coût en énergie grise, en béton et tout qui est important. Du coup, on utilise soit pas de terre, comme Johan, qui s'en passe très bien. C'est pas exactement ça. Pardon. Tu préciseras alors. Mais des cultures en hydroponie, du coup, on utilise des membranes, etc. Soit on peut utiliser des substrats spéciaux de toiture qui sont un peu un mélange de compost et de pierre volcanique, qu'on appelle la pouzzolade, par exemple, pour faire simple. Soit encore sur le toit d'AgroParisTech, on a essayé des substrats plus innovants avec du bois et du compost, donc là qui faisait uniquement appel aux résidus urbains et sans du tout rien rapporter de l'extérieur. Et après il y a énormément de terres allégées qui sont un mélange justement de terre de champ avec énormément de choses. Donc ce sujet est encore très vaste, il y a beaucoup de recherches qui sont impliquées. Et je vais du coup laisser Johan préciser avant ça. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une question centrale qui occupe beaucoup de réflexions, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on utilise des substrats et qu'on veut les apporter sur un toit, que ce soit de la roche volcanique comme de la pouzzolane qui vient souvent d'Italie, ou d'autres produits, effectivement, on doit les rapporter, donc il y a un coût d'énergie grise qui est relativement important. Donc il y a plusieurs réflexions, effectivement on peut utiliser pas du tout de substrat, mais là lorsqu'il n'y a pas du tout de substrat, c'est des techniques qui sont extrêmement fragiles et trop difficiles à maîtriser sur des toitures, et les rentabilités peuvent être très rapidement mises en péril. Et pour répondre à Nicolas, donc concernant cette technique de membrane qu'on utilise, je ne sais pas si vous étiez là lorsqu'on a diffusé quelques images, en fait c'est une matrice faite de laine et de chanvre qui va en fait permettre de construire de la terre, c'est-à-dire qu'on va activer des micro-organismes à l'intérieur de cette laine, et en fait en apportant des déchets organiques que nous on a retravaillés provenant soit de la restauration ou en tout cas des déchets qui ont été sélectionnés par nos soins, on va nourrir ces micro-organismes qui eux ensuite vont construire une sorte de substrat qui va accueillir les plantes et qui va être nutritif. Donc on n'est pas réellement sans terre, mais on n'est pas non plus avec de la terre qui est rapportée. Et juste pour rajouter, en Belgique, on a travaillé avec des sociétés qui livrent de la terre, en fait. Et donc, ils sont à la recherche, justement, d'observer, en fait, comment leur mélange va être optimisé dans le temps et aussi par rapport à la qualité du compost qu'on va apporter. Parce qu'en fait, c'est bien d'apporter une terre riche au départ, mais si on n'entretient pas cette qualité, elle va perdre en quelques années ses qualités nutritives et sa fertilité. Du coup, comment on va aussi travailler avec les gens dans le quartier pour pouvoir avoir du compost qu'on ne va pas déplacer, voilà, et qui ait les bonnes caractéristiques pour alimenter la terre. Ah, et juste pour finir, en ville, je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de ressources de substrats. On a d'autres exemples qui n'ont pas été nommés aujourd'hui, mais comme des personnes qui cultivent sur des champignons à partir de mares de café. On a véritablement de belles ressources à valoriser. Je pense d'ailleurs que Nicolas doit aussi utiliser des substrats qui sont d'origine locale. Hein, bon, voilà. Et donc c'est peut-être là aussi que la recherche s'oriente, et c'est là aussi qu'il faut beaucoup travailler, puisqu'on a tout sur place, et ça ne sert peut-être à rien d'aller chercher de la terre végétale qui vient d'un champ qui n'a rien demandé. Peut-être prendre d'autres questions, monsieur, si vous voulez avoir un petit temps. Pour pouvoir construire, récupérer 30 hectares de toiture, est-ce qu'à Paris, les architectes des bâtiments de France vont suivre cette démarche? Est-ce qu'il y a 30 hectares de toiture plate? Est-ce que le PU va permettre d'accéder à ces contraintes urbanistiques qui sont le premier point avant d'envisager ce projet? Est-il possible qu'on vous présente? Oui,
Alors, il y a une étude de la PUR qui fait état d'un potentiel de toiture, enfin de végétalisation de toiture important, qui nous permet de penser qu'on va pouvoir arriver à la centaine d'hectares de végétalisation que l'on souhaite pour Paris. Après, bien évidemment, on ne pourra pas partout, au regard des ABF, implanter soit de la végétalisation, soit de l'agriculture urbaine. C'est des négociations qui vont se faire au cas par cas. Après, je dirais que pour avoir on a bien évidemment ce type de discussion. Je pense que c'est beaucoup moins fermé que ça ne pouvait l'être il y a encore une dizaine d'années, que je pense que le règne du tout minéral parisien est un petit peu terminé et qu'il y a une prise de conscience de la nécessité du végétal dans Paris. Après, je ne vais pas vous dire que les ABF vont nous laisser végétaliser tout, n'importe où, n'importe comment, bien évidemment. Y compris d'ailleurs, pas uniquement les toitures, mais également un certain nombre de murs. Ça va même jusqu'à la végétalisation de la ville et l'implantation d'un certain nombre de jardinières dans les rues où ça peut être un peu compliqué parce que ça va même, je dirais, jusqu'à la plantation d'arbres et du type d'essence d'arbres qu'on peut planter dans des alignements. Donc voilà, après le potentiel en termes d'espace, il est là. Aujourd'hui, on a commencé un travail assez précis de recensement, notamment dans un premier temps sur tout le patrimoine de la ville, qui est le patrimoine existant. Le recensement est terminé, les équipes techniques de la direction de l'environnement et des autres directions de la ville sont en train d'examiner les conditions techniques, enfin l'existence sur ces toitures, de voir effectivement ce qu'on peut y faire, puisqu'on l'a vu, il y a différents... Voilà, on n'est pas forcément obligé de mettre... d'aller vers des portances extraordinaires. Les bailleurs sociaux ont été aussi mis à contribution, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce recensement aussi. Et puis, bien évidemment, dans tous les projets neufs qui vont sortir sur la mandature, que ce soit les projets parisiens, les projets des bailleurs sociaux, c'est aujourd'hui une obligation. Voilà. Donc, je vous dis pas que ça sera simple. Je pense voilà, tout le monde je pense qu'ils ont bien compris qu'il fallait y aller, même si c'est la défense aussi du patrimoine. Donc il faut. Mais je suis pas du tout pessimiste sur le sujet. Après, il y a des lieux dans Paris où de toute façon on sait qu'on ne pourra pas toucher. Bonjour, Bertrand Hérault. Je m'interrogeais sur le modèle économique qui avait été présenté dans le 12e arrondissement, que je trouvais très intéressant, c'est à côté de chez nous, ça fonctionne. Je me demandais quel avait été le montage ou le cadre juridique qui avait permis cette occupation du toit. S'il y avait eu d'autres contraintes, peut-être au-delà du droit de l'urbanisme, sur les accès, les circulations, les réglementations, le code du travail que vous aviez su surmonter. Et puis, si l'activité économique dégageait une valeur immobilière pour le propriétaire des murs, est-ce qu'il y a un loyer ou quelque chose qui existe ou qui fait partie intégrante de ce modèle économique? Merci. Oui, vous m'entendez? Oui, effectivement, pour répondre surtout à la dernière partie de votre question, le modèle économique repose sur une location de cette toiture à un loyer qui n'est pas très élevé, qui est à peu près du même ordre de grandeur que l'entretien d'un toit habituellement, qui permet justement de valoriser aussi le patrimoine immobilier du bailleur social, qui en l'occurrence est Paris Habitat. Maintenant, en termes d'urbanisme, effectivement, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en concertation, non seulement au niveau des élus, mais aussi au niveau des différentes directions de l'urbanisme et des espaces verts auprès de Paris, et qui a eu des conséquences, effectivement, d'ailleurs, on commence à les voir dans la rédaction de la modification du PLU en cours. Ça répond à la totalité de vos questions? Le code du travail.
Au terme de code du travail, a priori, ça sera sur le terme du code du travail réglementaire, évidemment, qui va s'appliquer, sachant que ce qu'on voudrait, nous, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, avec des employés qui auront, et d'ailleurs nous on en fera partie, qui auront le statut d'agriculteur. Et ça, c'est pas simple, loin d'être simple. Je confirme. Mais c'est là-dessus qu'on travaille, en ce moment. C'est pas tout à fait réglé. Bonsoir, Anne Mollet, Next City. J'avais une question sur la durée qu'il vous fallait pour avoir un retour sur investissement de tel projet, en fait. Vous avez compris? Oui, quelle est la durée nécessaire pour un retour sur investissement sur tel projet? Alors, dans le cadre des projets Ferrandi et Pullman, très clairement, c'est super délicat. Si on regarde, on va dire, pour la spécificité, la valeur des médias, si on refait des pubs, évidemment, c'est extrêmement rapide. Si on regarde la valeur de la production, c'est en attente d'amélioration. On doit clairement améliorer nos résultats. Donc pour l'instant, c'est difficile de répondre. Et c'est pareil pour le projet de Ferrandi. On vient de commencer les récoltes. Donc nous, on n'a pas de chiffres. Après, peut-être que Johan, lui, il a des chiffres à donner. En ce qui nous concerne, le travail a été organisé pour qu'on soit rentable dès la première année. Je la pose un peu différemment du coup. Voilà. Vous avez besoin d'une visibilité sur combien d'années pour pouvoir intervenir sur des toits? Alors je ne comprends pas la question. Répétez. En fait, globalement, on ne peut pas vous signer, on peut pas signer un bail ad vitam aeternam sur des toitures. Quel est le délai minimum dont vous avez besoin pour intervenir pour l'occupation du toit? Ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante, puisque évidemment, s'installer pour quelques mois, ça n'a absolument aucun sens. Et donc, évidemment, le terme du bail, je pense qu'il se pose sous plusieurs angles, et je pense qu'on peut travailler un peu comme un bail commercial, sur du 369 ou peut-être du 10, 15, 20 ou du 20, 30, 40. Hein, c'est énorme, mais attention, on est véritablement sur là une négociation qui doit s'opérer avec le propriétaire du bâtiment et la personne qui va l'exploiter. C'est un échange qui peut être extrêmement intéressant et riche pour les deux parties, hein, puisque effectivement, aujourd'hui, lorsque vous faites une étanchéité sur un toit, 10 ans, la décennale, hein, donc à partir de là, il y a des questions qui peuvent se poser en termes de location et puis d'entretien même, et pour assurer même l'entretien de cette étanchéité. Donc c'est un sujet intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à envisager de développer un modèle économique qui soit viable dans le temps, je pense qu'on peut parler en dessous de 10 ans, hein, c'est clairement. Sinon on fragilise beaucoup trop les personnes et je pense qu'il y a personne qui osera se lancer dans ce type d'activité avec des bails de 2 ou 3 ans, ça c'est évident. En tout cas moi je ne le ferai pas. Et par contre, il y a véritablement un intérêt à ce que ça s'augmente dans le temps et qu'on puisse véritablement passer sur une sorte de convention, qu'on appelle plus classiquement un bail, où au bout de 10 ans on fait un point, on repart dessus, ou si on ne repart pas dessus, on établit un petit peu les clauses de cette séparation, puisque au bout de 10 ans il y a quand même eu des choses qui se sont faites. Il y aura aussi un entretien qui aura été réalisé sur l'étanchéité, donc voilà, il y a des questions à poser. Mais le 10 ans me paraît minimum. On va continuer sur... Peut-être que le toit ouvert peut répondre. Voilà, ouais. Pour abattoir, pour le modèle d'abattoir, le retour sur investissement est de 5 ans. 5 millions. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, à propos d'abattoir, excusez-moi, mais c'est pas 5 ans du tout. Il ne s'est pas financé comme projet, ils ont besoin de 2,5 millions. Il n'a pas le début d'un euro. Et on est sur plus de 15 ans. Ok, ça dépend des paramètres. On va pouvoir compléter compléter la réponse à votre question, madame. Donc, en effet, là on est au tout début de l'histoire de l'installation des serres en toiture, donc évidemment le niveau de risque et donc de sécurité en face est élevé. Quand on aura 10 ans, 15 ans, 20 ans de recul sur l'agriculture urbaine, il y aura sûrement des modèles un peu plus légers que du bail très très longue durée. En ce qui nous concerne, on est sur du bail amphithéotique avec droit réel.
sans lesquels on ne peut pas financer des serres. Il ne s'agit pas d'un bail agricole, on est bien d'accord. Monsieur Goumar. Ayant travaillé déjà avec certains de vos confrères, on est parti sur une durée d'amortissement de 10 ans, qui est suffisante aujourd'hui pour amortir nos infrastructures aquacoles. C'est une industrie capitalistique. Après, tout repose sur les besoins en fonds de roulement et sur la durée des cycles de production, pour les poissons comme pour les végétaux. Et retour sur investissement, combien d'années? Je me permets juste de préciser, par exemple, dans un modèle comme celui du Comal, le retour sur investissement, ça va aussi être la quantité de déchets traités, ça va aussi être la quantité d'eau économisée, ça va aussi être des économies de climatisation. Et tous ces paramètres-là, pour l'instant, on a fait une préévaluation, mais en se basant sur des hypothèses très larges. Et du coup, ça demande une instrumentation très poussée pour pouvoir mieux répondre à ces questions. Bonjour, juste, excusez-moi, je vous interromps. En fait, l'école nous a dit qu'on pouvait prendre un petit battement d'un quart d'heure, donc on en a profité. Simplement, on va peut-être essayer de faire en sorte que ce soit probablement la dernière question, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui avait quelque chose à demander. Merci. Bonjour, Basile Mont-Saint-Jean du réseau des Jardins de Cocagne. On parle pas mal de la question de l'importance et des contraintes que ça peut poser sur les toits. Donc j'ai une question en lien avec le projet de l'hôtel Pullman. J'ai entendu dire qu'il y avait des grands fruitiers qui nécessitent quand même une épaisseur de terre assez importante. Donc je voulais savoir comment c'était possible. Et de manière plus générale, si on pouvait avoir quelques éléments techniques sur la manière dont on évalue l'importance d'un bâtiment et comment on prend Alors pour l'importance, c'est pas notre boulot, il y a des bureaux d'études spécialisés qui avaient eu l'importance, une fois qu'ils nous donnent un chiffre, nous on s'adapte. Là, il se trouvait qu'on n'a même pas eu de bureau d'études qui nous a vraiment donné un chiffre, donc on s'est basé sur l'existant qu'il y avait avant les travaux. Puisque l'hôtel était en rénovation, on a évalué le type de terre qu'il y avait, on a regardé ce qu'il y avait comme installation, et donc on s'est replacé à un poids qui était inférieur ou égal à tous les endroits, et on a fait valider ça par un bureau de contrôle. Et les arbres fruitiers, en fait, ils ne sont pas n'importe où, ils sont le long de la gaine d'aération du parking. Donc le parking est une dalle assez importante, et le long de cette gaine, il se trouve qu'il y a une structure qui est plus forte avec des poutrelles. Et juste à cet endroit-là, on a pu mettre les fruitiers. Donc de toute façon, nous, on s'adapte vraiment aux contraintes techniques, mais on n'aurait pas pu mettre les fruitiers au milieu du jardin qui est le potager. Ça serait impossible. Bonjour. Cédric Dufour, je suis ancien élève ici à l'Agro. Alors une dernière question impertinente un peu, pour finir en beauté. Vous pouvez faire combien de kilos de patates sur les serres d'Auteuil qui ont été transformées en tennis? Je vous invite à me laisser votre mail ou à venir visiter, à venir voir le nouveau projet avec moi. Je suis sûre que vous serez emballés.